merci Francesca, d'avoir accepté cette petite séance pour présenter votre livre, d'autant que vous n'êtes pas vraiment exhibitionniste, malgré une belle et longue carrière dans l'univers publicitaire. Quand j'ai chroniqué ces Maisons Bleues sur les réseaux sociaux, j'ai pris le risque de les qualifier de petits chefs-d'œuvre, ce qui m'a valu quelques messages parfois un peu agressifs. Quoi, un chef-d'œuvre? Je répondrai d'abord que j'ai dit petit, pas pour me défiler, mais comme dirait Kundera, quand un Français dit petit, souvent c'est grand. Comme sans doute, quand on a beaucoup de doutes. Toute la magie du langage, notamment du français, que vous maîtrisez avec talent, Francesca, ça me permet de préciser le sens du mot chef-d'œuvre. Dans l'univers artisanal, un chef-d'œuvre consacre un travail au terme d'un apprentissage, ce qui témoigne de la maturité qu'on a atteint dans son art. Et je crois que ça colle parfaitement avec Francesca, qui a déjà publié 3 romans et qui en a, d'après mes informations, une demi-douzaine dans ses tiroirs. Donc un signe de maturité. Pourquoi maturité? Parce que ce texte de 150 pages est une belle histoire avec un fil rouge très solide, tricoté autour du mensonge, grâce à une écriture simple et légère qui permet de prendre de la hauteur. En plus, ce texte m'a séduit car je suis journaliste, donc toujours captivé par le présent. Et justement, pour moi, ces Maisons Bleues sont un peu le temple du mensonge à une époque où la vérité, les vérités, sont considérées comme des ovnis dont on se moque. Car l'essentiel aujourd'hui n'est pas de traduire ou de comprendre la réalité, mais de participer au grand spectacle imposé non seulement par les réseaux sociaux, mais aussi par un système où l'argent est roi. Donc effectivement, c'est un diagnostic de vieux con, mais j'ai l'habitude, d'abord parce que je suis vieux et qu'on m'a souvent traité de con. Donc ma première question, Françoise, sera forcément une question conne. Pourquoi, Françoise, vous êtes déguisée en Francesca pour signer ces Maisons Bleues? Ce n'est pas un secret. En fait, j'ai été poursuivie par l'Italie dès mon plus jeune âge. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, nous habitions une maison à Oulin et nous vivions ici, tous en famille, au premier étage, donc ma famille, en bas, ma grand-mère et en haut, c'était des Italiens. C'était à l'époque de l'immigration italienne. Donc toute mon enfance, mes petits copains, c'était des Italiens et des Italiennes. Roberto, Anna, Giovanna. Ensuite, ma grand-mère maternelle. J'ai découvert qu'elle avait vécu à Turin et elle parlait parfaitement bien l'italien. Quelquefois, elle avait des copains italiens qui venaient la voir. Et ça palabrait, toujours avec l'Italie. Au cours d'un voyage, j'ai rencontré une amie italienne qui habite à Padova. Et j'ai failli m'installer là-bas, à Padova. Et ensuite, mon père, je ne sais pas pourquoi, quand il était en fin de vie, quand j'arrivais, mon père était aveugle, donc n'entendait que des voix. Quand j'arrivais, il disait « voilà l'italienne ». Et puis, j'avais une amie qui s'appelait José, qui était mon psychiatre, avec qui j'ai eu une relation très très forte. Et elle m'appelait toujours Francesca. Voilà. Donc beaucoup d'Italie dans votre parcours. Et est-ce que cette psychiatre qui vous a baptisé Francesca vous a recommandé d'écrire? Non, c'est pas elle, c'est un autre psychiatre. J'étais en psychanalyse pendant très longtemps. Combien de temps? Pas loin de 20 ans. Et ça vous est venu quand d'écrire? Mais j'écris depuis longtemps. J'écrivais comme ça, des moments de vie, des moments plutôt malheureux en général d'ailleurs, suite à des séparations, suite à des événements, un avortement, enfin des trucs qui ne sont pas très drôles. Et c'est vrai que j'ai eu besoin d'écrire. Alors, le livre, autant moi je l'ai beaucoup aimé, mais je trouve que le titre est un peu... ringard. J'oserais pas, mais je trouve qu'il n'est pas à la hauteur. Je crois que vous aviez envisagé un autre titre. Je voulais l'appeler La Tâche. Philippe Roth, quand même, je ne voulais pas lui piquer son titre. Parce que La Tâche joue un rôle important dans ce livre. C'est un peu le témoin de la vérité, entre guillemets, dans un univers, à mon avis, de mensonges, mais on va en parler. J'aurais pu l'appeler La Toile d'araignée aussi. Mais c'est vrai que La Tâche ou La Toile d'araignée, ça reflète bien l'univers du livre, mais j'aime quand même bien les Maisons Bleues. Parce que les Maisons Bleues, ben, vous avez tous en tête la chanson de Maxime Forestier. Et dans mon roman, cette Maison Bleue, elle joue un rôle. Alors les Maisons Bleues, parce qu'il y a une Maison Bleue en France, et ensuite il y a une Maison Bleue aux États-Unis, à San Francisco. Et dans ces Maisons Bleues, mes héros se ressourcent et reprennent vie. Donc le premier héros,
Victor, il reprend vie après un coma et il est dans cette maison bleue. Il se marie, il a un enfant et cette maison bleue, c'est une sorte de cocon. À San Francisco, c'est exactement la même chose. C'est son fils qui part à San Francisco suite à une histoire familiale assez lourde et il part là-bas pour se ressourcer et pour une sorte de résilience. Alors on revient sur la tâche, sur le mensonge. Vous avez compté le nombre de mensonges qui se racontent, toute cette petite tribu qui vit dans les maisons bleues? Alors ce ne sont pas des mensonges. Le mensonge avéré, il n'y en a qu'un. C'est celui d'Hippolyte, qui est médecin, qui est l'ami du héros, qui s'appelle Victor. Il dit un mensonge à son ami pour sauvegarder un secret. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un silence et une omission n'est pas un mensonge. Or quand même, je vais vous rappeler les fondamentaux, c'est que le mensonge par omission, c'est un grave péché. Or des mensonges par omission, dans votre livre, il y en a pratiquement à toutes les pages. Alors, la différence entre le secret et le mensonge par omission, effectivement, elle est floue. Mais moi, je ne suis pas catho. Ce sont des secrets, ce sont des non-dits. Enfin, on ne va pas dévoiler l'intrigue, mais c'est une petite tribu de gens qui sont pour la plupart apparentés, mais il y a des amis. Et tout le monde se trompe un peu dans tous les sens. Non, il y a des non-dits. Ça vient d'un non-dit fondamental qui vient de la mère qui s'appelle Fanny. Donc il y a un non-dit fondateur. À l'origine du roman, il y a un non-dit fondateur. Parce que cette mère, donc, qui a une famille, il y a un de ses enfants qui s'appelle Victor, qui va à 15 ans faire une chute dans un escalier, qui va être dans le coma. Les gens parlent autour de lui, dans son lit d'hôpital. Il ne peut pas communiquer avec les gens, mais il entend, et notamment que son père n'est pas son père. C'est le secret qui est dévoilé, mais par hasard. Donc il va revenir chez les terriens avec ce secret en lui. Je n'ai pas l'expérience ni du coma ni du handicap. Par contre, j'ai eu l'expérience de l'angoisse de la chute, parce que j'habitais dans une maison où il y avait un escalier. Et mon angoisse, chaque fois qu'il y avait des enfants, j'avais toujours peur qu'ils courent dans les escaliers, qu'il y en a un qui s'écrase et qu'il aille se péter le crâne. Et j'avais des images d'horreur. Et c'est là-dessus que commence mon roman, sur un enfant, un adolescent de 15 ans qui glisse dans un escalier. Et la deuxième chose, j'ai été confrontée au non-dit, dans ma propre famille. Alors quand on est enfant, eh ben, c'est compliqué. On ne sait pas trop la mère, le père, et est-ce qu'ils s'aiment, est-ce qu'ils ne s'aiment pas. Et puis là, nous, on est au milieu, on ne sait pas trop comment se situer par rapport à ça. C'est aussi assez présent dans votre livre, c'est que le mensonge aussi, c'est souvent des mensonges qu'on se raconte à soi-même. Il y a un personnage qui a une intuition sur une tromperie, qui le sent mais qui n'ose pas se l'avouer. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas le mensonge le plus caractéristique, c'est le mensonge qu'on se fait à soi-même? Honnêtement, dans mon livre, non. Les gens mes personnages ne se mentent pas à eux-mêmes. Vous êtes sûr? Oui. Et vous êtes une menteuse ou pas? Absolument pas. Alors, si vous êtes menteuse et que vous me répondez absolument pas, je ne peux pas vous croire. Non, mais est-ce que le mensonge vous fait rire ou est-ce que vous trouvez que c'est une gymnastique en tant que romancière, par exemple? Cocteau dit que le roman est un mensonge qui dit la vérité. Effectivement, une fiction, par définition, c'est du faux. On invente. Donc, dans ce sens-là, c'est peut-être un mensonge. Mais moi, quand j'écris, je ne mens pas. Ça peut être vécu, un roman aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de vécu dans votre livre? Oui. Moi, je n'écris que des choses que j'ai vécues. Mais attention, pas du tout l'histoire de ma famille, ça n'a rien à voir. Mais c'est vécu au niveau des émotions. Faites attention, hein, parce qu'il y a des livres qui ont provoqué des histoires de famille absolument horribles. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'écris, je suis complètement sincère. Et justement, comme j'ai été confrontée au non-dit, qui existe toujours. Ma mère est en vie et elle dit toujours rien. Elle mourra, elle emportera son secret dans la tombe, bien que tout le monde soit au courant de ce secret. Donc ça nous fait beaucoup parler, on continue à parler de ce secret. Et à imaginer des choses. Imaginer, je ne crois pas. Moi, je me suis emparée du secret, du non-dit, et je l'ai projeté dans cette famille, et je joue avec ça. Je voulais lui tendre le cou à ce non-dit. Je m'en amuse allègrement. Ah, ça, c'est sûr que vous vous en amusez. C'est pas un livre qui est triste, je joue avec ces non-dits. Alors, il y a un personnage central, on ne peut pas dire que c'est le héros, mais un personnage central qui s'appelle Joe, et qui est quand même un menteur. Eh ben, non. Ça dépend d'où on le regarde, ce personnage. Voilà, non, c'est pas un manipulateur, c'est pas un menteur. Mais ce personnage, effectivement, il est central. Disons qu'il y a le héros, Victor, il y a ce personnage central, Joe, et puis ensuite il y a le fils de Victor, qui s'appelle Milo. Mais Joe, c'est un maître shiatsu que la mère fait venir dans la famille
pour soigner son fils qui souffre énormément. Et effectivement, ce jour, Il est très séduisant. il devient un ami de la famille. Il séduit tout le monde. C'est quelqu'un de fort, de beau, d'intelligent, Voilà. un peu séducteur, même beaucoup, puisqu'il quand même, il entretient 3 relations. Faut pas le spoiler. Hein. 3 relations qui ne sont pas des mensonges, Ouais. mais qui sont des, comment on appelle ça, des silences, avec des membres de la tribu. Oui, il fait partie de la famille et il joue un rôle majeur dans la famille. Et il joue un rôle majeur dans les secrets. Avec cette tache au bas des dos Voilà. qui témoigne que la vérité n'est pas toujours celle qu'on croit. Je vais conclure sur l'écriture. Écrire, c'est mentir. C'est ce que me disait un prof de philo qui n'a jamais voulu écrire un livre parce qu'il disait à partir du moment où on écrit, on ment. Alors qu'il disait que l'oralité, c'était une parole spontanée. Vous allez me contester ça, Ouais. mais est-ce qu'au fond, écrire, c'est pas déjà arriver à imaginer quelque chose de sophistiqué, qui est travaillé et qui ne correspond pas toujours à une vérité qu'on veut dire? Question. Quand on écrit, on ne pense pas. La pensée vient après. On écrit, ça sort. On utilise des mots qui brassent des matières silencieuses. C'est Nathalie Sarraute qui disait ça. On brasse des matières silencieuses qui vont au-delà des mots. Vous écrivez d'abord d'une façon spontanée. Oui, toujours. Et quand vous relisez, Eh ben, je corrige. donc il y a un gros travail de... Il y a un énorme travail de relecture, de correction, de construction, parce que je ne fais pas de plan. J'ai une idée comme ça, alors il faut que je trouve le titre. Quand je trouve le titre, c'est un peu comme une colonne vertébrale, comme une ombrelle. Au départ, c'était la tâche. Alors la tâche, par exemple, c'était pas mal. Et après, il a fallu que je trouve une autre ombrelle, donc j'ai pris les maisons bleues. Quand j'écris, il faut une ligne. C'est comme pour gouverner. C'est ma colonne vertébrale et en général, je ne sais pas où je vais. Et je ne sais pas quels sont les personnages qui seront dans le roman. Ils arrivent petit à petit. Vous m'avez expliqué que lorsque vous travaillez sur un roman, vous sentez assez rapidement un enfermement. Quand j'écris, je ne pense pas, j'écris et les personnages arrivent. Moi, chaque fois que je décris un personnage, je suis le personnage. Je suis dans le personnage. Vous m'avez dit que ça vous rendait un peu dingue. Eh bien oui, ce que je est un autre. Je me démultiplie. Donc ça rend un peu fou. Voilà, alors je suis à la fois Cheyenne, à la fois Victor, à la fois Milo, Mila, je suis tous ces personnages et je me parle à moi-même, donc c'est un peu schizophrénique, hein, ça. D'ailleurs, les auteurs sont un peu des vampires, parce qu'on s'inspire beaucoup de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. Et quand on écrit, on est vampirisé par l'écriture. Vous m'avez dit que le plus difficile, c'est pas d'écrire, c'est de publier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parce que c'est quoi? C'est le regard des autres? Non, le regard des autres, c'était un risque comme un autre. J'ai toujours écrit. Et puis un jour, j'ai écrit un truc un peu plus structuré qui s'appelait Ultime délivrance, qui était un roman. Et je suis arrivée comme ça, fière de moi, en disant à ma fille, j'ai une fille, je lui dis, oh bah tiens, maman a écrit un roman. Alors elle m'a dit, ah bon, fais-moi voir ton roman. Alors j'ouvre l'ordinateur, je lui dis, c'est là. Elle me dit, c'est pas un roman, c'est un fichier. Et je lui dis, elle a raison. Mais c'est quoi? C'est le papier, la publication? C'est le rendre public. Donc c'est trouver un éditeur. C'est quand même le parcours du combattant. Hein. Il ne faut pas baisser les bras. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur quand on écrit? Ce ne serait pas d'arrêter, de mettre un point final? Peut-être. C'est Balzac qui disait ça. Il y a une tentation perfectionniste. Ah ben c'est compliqué ça. Même quand l'éditeur vous envoie un bon à tirer avant d'imprimer, j'ai pratiquement réécrit la moitié du livre parce que ça ne me plaisait pas. Vous avez un style assez particulier, assez simple, sobre, presque dans l'oralité, mais j'imagine que c'est pas facile. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est comme ça vient naturellement? C'est ce que je suis. J'écris au plus près de moi. C'est Daniel Laferrière qui disait ça. Comment vous vous définiriez alors, puisque vous écrivez au plus près de vous? Ah bah alors là... Non mais vous êtes quelqu'un de simple, quelqu'un de compliqué? Oui. Non, je ne suis pas quelqu'un de simple. Je suis un peu compliqué. Donc votre écriture n'est pas comme vous alors? C'est difficile à juger, mon écriture. Si vous dites qu'elle est simple, tant mieux. Elle est très accessible. Oui, oui. Oui, je suis compliquée de l'intérieur, comme dit ma sœur. Et alors surtout ce qui est frappant, c'est la construction. Il y a 13 chapitres, c'est pratiquement des scénarios de séries télé, avec chaque fois une petite intrigue et un petit suspense. Et c'est très, très bien ficelé. Ça ferait une mini-série absolument extra. J'ose pas dire sur le mensonge, mais sur, comment vous diriez, sur le silence? Le secret. Sur le secret. Les non-dits. Au sein d'une tribu, oui. Alors on a dit en commençant que vous aviez une demi-douzaine de bouquins dans les tiroirs. Quel va être le prochain livre, roman, auquel vous vous attaquez? Est-ce que ça va être un roman sur la vérité? Mais la vérité, c'est quoi la vérité? C'est moi qui pose les questions. Alors c'est quoi la vérité? Ah ouais, la vérité, alors là, c'est un...
Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous demande si vous appelez Françoise ou Francesca, dites-moi la vérité. Eh bien, les deux. Je m'appelle Françoise et Francesca. Donc il y a des Il vérités. y a des vérités, il n'y a pas une vérité. Et toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire d'ailleurs. Ah bon? Non, dire la vérité, c'est très compliqué. Ça suppose d'abord qu'on soit aligné soi-même. Il faut être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit, et puis tenir compte de l'interlocuteur, personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle est capable d'entendre comme vérité. L'essentiel, c'est de savoir se taire quand il faut se taire. D'ailleurs, on dit le silence est d'or. Donc c'est un livre sur le silence. Non, parce qu'il y a des secrets qui sont révélés, qui sont dévoilés. À la fin, c'est absolument étonnant, dans le dernier chapitre. Oui. Mais alors il y a une espèce de secret en forme de missile qui arrive dans la tête Oui. du héros. Milo, le fils de Victor, quand il part aux États-Unis, c'est une résilience, il part là-bas parce qu'il a une famille un peu compliquée. C'est le seul dans le livre qui a une vision globale de ce qui se passe dans sa famille. Lui, il sait tout, il est au courant de tout, de tous les secrets. Il choisit de partir, de s'éloigner, ne pas couper les ponts par contre. D'ailleurs, il part sur un pont. Oui, mais il ne coupe pas les ponts avec sa famille, mais il a besoin de s'éloigner pour avoir un peu une position méta. C'est quoi une position méta? Eh ben, méta, vous savez ce que ça veut dire quand même. Expliquez-vous. Avoir une position comme ça, en plongée, de surplomber une situation et de la voir de haut. Prendre du recul. Oui, voilà, prendre du haut. Voilà, position méta. Il y a une suite? Non, je vais partir sur autre chose. Et c'est-à-dire? Le prochain sera peut-être plus clivant comme roman. Parce que moi, ce qui m'intéresse, vous ne m'avez pas posé la question. Vous m'aviez dit, mais il n'y a pas de décor dans le bouquin. C'est vrai, il y a très peu de décors. Parce que... Et en fait, ça met en valeur les personnages. C'est-à-dire qu'il y a peu de couleurs, de paysages, de... Non. Moi, je ne suis pas du tout la nature, les oiseaux, les arbres. Dans la vraie vie, j'aime bien, mais pour écrire, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la complexité des relations, la fluidité de l'identité, parce qu'on est comme ça à un moment, comme ça à un autre moment, et la sexualité. Alors la J'adore. sexualité, il n'y en a pas beaucoup dans votre roman. Non, Hein. Il y a beaucoup de pudeur. Hein. C'est volontaire. Mais j'ai supprimé des scènes qui ne me paraissaient pas du tout appropriées au propos. Mais le prochain, il sera plus... Mais ça sera toujours sur une relation de couple, sur comment on construit une relation, la fidélité, tout ça. C'est des sujets énormes. Ça, vous pouvez en parler après un roman comme ça, qui tricote des infidélités quand même. Alors qu'est-ce que c'est la fidélité? La fidélité, alors c'est rechercher la fidélité. Hein. Les grands magasins, les marques, les partis politiques, les églises, il faut tous être fidèles. Alors dans le couple, c'est la même chose. Et dans l'amitié aussi d'ailleurs. Enfin, le couple, il y a une dimension sexuelle qu'il n'y a pas dans l'amitié, par exemple. Donc c'est la fidélité émotionnelle, je dirais, qui se tisse avec le temps. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous tombez amoureux, c'est surtout de ne pas vous marier, comme font certains. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un engagement? Non, il faut attendre que l'état amoureux se dégonfle. C'est tout feu, tout flamme. Il n'y a que lui, il n'y a qu'elle. On le trouve beau, on le trouve ci, on le trouve ça. C'est Cyrulnik qui parle de ça très bien, de l'état amoureux, de l'attachement. Voilà, il faut créer le lien, il faut créer l'attachement. Parce que pour moi, l'amour, c'est la rencontre de deux névroses. Je ne suis pas du tout fleur bleue. Hein. Donc il faut rencontrer une névrose qui correspond à la sienne. Écoutez bien la recette, c'est une experte. Hein. Et une fois qu'on est attaché, le problème, c'est la sexualité. Parce qu'au bout d'un moment, il peut y avoir une envie d'ailleurs. Hein. Alors on s'éloigne, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus l'autre. Donc la fidélité, moi je me demande, ce n'est pas une utopie. Eh bien, dis donc. Mais en tous les cas, une belle relation, comme j'ai avec mon mari, c'est extraordinaire. Et plus on vieillit, plus c'est extraordinaire. Parce que les enjeux de la sexualité, ils s'estompent. Bon, on ne veut pas de détails, mais bon. Non, c'est la vie, c'est comme ça. Et je trouve que le banal, la vie de tous les jours, c'est extraordinaire. Moi, j'adore me lever, prendre mon café, lui sur son ordinateur, moi je suis avec mes journaux. Et je trouve que c'est une très belle histoire d'amour. Et pour conclure, alors, comment va votre névrose? Elle n'est pas guérie, pas encore. J'écris, je continue à écrire. Voilà, très belle conclusion. Voilà. Merci, Françoise.